Bonjour à tous et bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Alicia Guibou, responsable du pôle social et territorial du Bureau du développement durable des étudiants à TBS et je serai également l'animatrice de cette conférence qui touche au thème du développement durable et des entreprises marocaines. Je suis accompagnée de Thomas, vice-président du B3D, qui posera lui les questions plus tard. Donc, comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font partie maintenant des rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente Madame Delphine Godefroy-Winkel, professeure en marketing à TBS Casablanca, qui va nous parler de ses études sur la perception des actions menées contre le réchauffement climatique. Et elle sera accompagnée de Ralia Septi, cofondatrice de 8 Manos, une PME spécialisée dans les mosaïques artisanales. Avant de lui passer la parole, je vous demande de ne pas allumer vos caméras. La conférence va se durer en 3 temps. 5 minutes de présentation, 5 minutes d'intervention de Madame Godefroy-Winkel, puis 25 minutes de présentation de Manos, puis 15 minutes de questions à la fin que vous pouvez poser via le chat et que je lirai pendant le temps imparti. Madame Godefroy, c'est à vous. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous l'avez? Oui, on le voit très bien. Alors, bon, je vais commencer. Bonjour à tous, merci d'assister à cette table ronde. Je vais présenter brièvement mes 2 dernières recherches sur le réchauffement climatique. Je vis au Maroc, à Casablanca. Je suis intéressée par les perceptions des consommateurs quant aux actions de lutte contre le réchauffement climatique. Mes collègues de l'Université de Reims, de la California State University et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et moi-même avons interrogé des consommateurs américains, français et marocains. Mais laissez-moi commencer par vous présenter la situation au Maroc. Alors, le Maroc est un pays engagé, très engagé même dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un pays assez faible émetteur de gaz à effet de serre, mais l'intensité et la fréquence des sécheresses sont en augmentation et des inondations dévastatrices sont apparues au cours des 2 dernières décennies. L'engagement fort des institutions marocaines s'est traduit notamment par l'organisation de la COP22 à Marrakech en 2016 et par l'établissement d'un plan national de lutte contre le réchauffement climatique. Principaux objectifs consistent en construire des infrastructures résilientes, protéger les populations les plus vulnérables, notamment celles qui manquent d'eau. Et le Maroc a construit la plus grande centrale solaire au monde, la centrale Nour, qui se trouve du côté de Ouarzazate, fait du reboisement, construit des parcs éoliens, des barrages, des centrales électriques, etc. Alors, notre première étude opte pour une approche macro. Nous avons cherché à évaluer l'impact des actions engagées au niveau d'un pays sur les attitudes des individus vis-à-vis de leur pays. En gros, on se demande si le pays mène des actions de lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que les nationaux auront-ils une meilleure image, aimeront-ils plus leur pays? Nous avons interrogé des Américains, des Français, des Marocains. Et nous avons trouvé que oui, les actions contre le réchauffement climatique ont un impact sur la manière dont les individus voient leur pays, avec des nuances. Ces impacts sont plus forts dans les cultures collectives, comme le Maroc, que dans les cultures individualistes. Les facteurs institutionnels sont plus importants que la volonté de contrôler l'incertitude du futur. Et les individus sont plus sensibles aux actions entreprises par leurs institutions au niveau national dans des pays comme le Maroc que dans des pays comme les États-Unis ou la France. La seconde étude, qui est encore en cours, opte pour une approche méso. Nous avons cherché à évaluer l'impact des actions de lutte contre le réchauffement climatique quand elles sont initiées par un supermarché. Nous avons interrogé des Français et des Marocains, nous sommes en train d'interroger des Sénégalais. Et nos résultats montrent que les actions de lutte contre le réchauffement climatique induisent des réponses émotionnelles fortes, aussi bien positives que négatives. Et là, c'était assez surprenant. Des émotions très positives sont enregistrées chez les individus plus individualistes, avec une volonté forte de contrôle de l'incertitude et une vision à plus long terme, donc dans des pays comme la France. L'impact de ces actions sur la fidélité du consommateur est également plus forte en France qu'au Maroc.
Alors, ces deux études présentent des résultats complémentaires. En France, les actions menées au niveau méso ont plus d'impact que les actions menées au niveau national. Au Maroc, c'est plutôt l'inverse. Et voilà, je vous laisse ici entre les mains de Ralia Septi qui va vous présenter les stratégies de Aït-Manos. Bonjour à tous, bonjour Toulouse. Je suis ravie d'avoir aujourd'hui des étudiants de Toulouse et toute l'équipe de Toulouse. On est présent là-bas sur le marché toulousain, donc je vous en parlerai au cours de la présentation. Ce sera tout de suite plus concret. Alors, Aït-Manos est une entreprise de zélige artisanal marocain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le zélige, ce sont des mosaïques de terre cuite qui sont taillées une par une, d'accord, entièrement réalisées à la main, faites à partir de glaise. Je reviendrai rapidement sur le processus tout à l'heure. Et nous avons fondé cette entreprise, mon mari et moi. Mon mari s'appelle Taoufik Benani et on a monté cette entreprise en 1995. Donc, ça fait déjà quelques années. On était juste tous les deux à l'époque où j'aime bien donner un petit éclairage d'étudiant parce que moi, je venais de finir mes études. J'avais fait un master en commerce international à Paris 5. Et il est clair que je n'avais pas du tout l'intention de, comment dire, de monter cette entreprise comme ça. Ce sont des idées qui sont arrivées complètement folles. Mes grands-enfants qui sont actuellement étudiants me disent « Mais comment vous avez eu cette idée ?» Je ne sais pas. En fait, c'est un projet un peu fou. Donc, en 95, on a démarré. On a contracté un crédit qui, à l'époque, était mis en place par le gouvernement. C'était les crédits jeunes promoteurs, qui sont d'ailleurs de nouveau en route maintenant avec le Covid. Ça permettait aux jeunes entrepreneurs de démarrer un projet. On a acheté des fours à gaz et c'est là-dessus que je vais insister pendant cette présentation. Pour ceux qui connaissent le zélige traditionnel marocain, c'est une céramique de terre cuite qui est faite très traditionnellement depuis le XIe siècle dans des fours à bois. Alors, les fours à bois sont des fours qui sont construits dans la terre. Ce sont des fours traditionnels qui ont un gros avantage de donner toujours ce côté artisanal avec des différences de température à l'intérieur, etc. Mais un énorme inconvénient, de nombreux inconvénients, outre la fumée noire extrêmement polluante parce que le combustible, c'était des noyaux d'olive. Donc ça sent très bon, mais ça fait des fumées très très polluantes, très épaisses. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a aussi une question de déforestation parce que voilà, il y en a qui mettent aussi du bois, etc. à l'intérieur pour le combustible. Donc, pourquoi on a opté pour les fours à gaz le premier jour? C'est une question intéressante parce qu'à l'époque, tout le monde nous disait, mais si vous voulez faire des articles artisanaux, pourquoi vous démarrez avec des fours à gaz alors qu'à Fès, qui est le berceau traditionnel de céramique, tout le monde travaille au bois. À l'époque, quand on s'était renseigné, il y avait un fonds de dépollution qui s'appelait le FODEP, qui est un fonds de dépollution qui était financé par une association allemande, par des Allemands, et qui proposait aux artisans marocains d'échanger un four à bois contre un four à gaz. Donc, l'avantage, c'était que vous aviez tout de suite un four à gaz. Le gaz, à l'époque, donc encore maintenant, était subventionné. Donc, ça permettait aussi d'avoir un argument économique, puisqu'il ne faut pas oublier que les politiques environnementales, on y croit tous beaucoup, mais pour une entreprise, il y a des questions de compétitivité et d'économie qui sont essentielles le jour où vous devez faire un choix. Donc, il y a un arbitrage. Il y a un arbitrage entre ce qui est bien pour la planète, mais ce qui va être durable pour ce qui va être pérenne pour mon entreprise. Est-ce que si je pars sur une énergie qui est 100 fois plus coûteuse que celle qui est polluante, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir en fait travailler. Donc, à l'époque, les fours à gaz qu'on nous proposait, on avait acheté des fours en Angleterre, qui étaient des fours assez coûteux au niveau investissement initial, mais qui nous ont permis de démarrer tout de suite avec une énergie propre. Et le gaz, donc, a des avantages énormes, c'est que vous avez une énergie complètement propre et vous avez un contrôle de votre cuisson
qui est plus précise. Donc, même si nous, on a des articles qui sont artisanaux parce qu'il faut que la température varie à l'intérieur, vous pouvez, avec le gaz, avoir des cycles de cuisson qui nous permettent d'avoir toujours des différences de tonalité. Donc, en fait, pour revenir sur un peu la partie production, parce que je pense que c'est intéressant dans la question environnementale d'insister un petit peu sur la production. Le zélige traditionnel, c'est fait à partir de terre glaise. Je vous ai même ramené un bloc là de l'atelier. On a 2 unités de production. On est 75 maintenant. On était 2 le premier jour. On est 75. Donc, c'est une belle petite unité. On a un atelier de fabrication où on fabrique toute la partie amont de l'activité à 15 km d'ici. Et on achète notre terre à Fès. Donc, au départ, la terre, elle est un peu verdâtre, comme vous pouvez voir là. Pour ceux qui sont un peu… je sais que souvent, les étudiants qui font travailler leur cerveau aiment bien de temps en temps avoir des choses à toucher. Donc, ça, c'est de la terre glaise. Et au bout d'un moment, donc, on travaille la terre cuite et on la travaille pour donner du biscuit. Donc, vous voyez que dès que c'est cuit, en première cuisson, ça devient beige. Donc, c'est aussi assez magique, la céramique, parce que même ensuite, quand vous mettez vos émaux pour avoir un vert clair comme ça, l'émail, en fait, il n'est pas du tout de cette couleur avant. Donc, on a aussi des bleus, on a énormément de couleurs. J'ai oublié… Ah, si, je vais vous montrer la palette de couleurs assez impressionnante qu'on a développée depuis plusieurs années. Donc, on a une quarantaine de couleurs. Là, on travaille sur aussi… je vous parlerai aussi sur la partie environnementale. Tout à l'heure, on abordera la question des normes et je vous dirai aussi quels sont les travaux de recherche et d'innovation que nous faisons pour la question des normes. Donc, pour les cuissons, on travaille donc les terres, on fabrique les carreaux et ensuite on les taille entièrement à la main pour faire des petites mosaïques comme ça, ceux qui connaissent. Et ces petites mosaïques sont ensuite assemblées. Et l'innovation que Aït Manos a apportée au métier du zélige, c'est qu'il y a, jusqu'à il y a 25 ans, quand vous vouliez avoir du zélige chez vous, il fallait être au Maroc. Donc, il fallait faire comme Delphine, venir s'installer ici et avoir les artisans qui venaient travailler directement sur votre chantier. Ou alors, vous étiez un prince saoudien et vous pouviez avoir une équipe de 30 artisans qui allaient habiter sur le chantier. En Arabie Saoudite, ça se faisait beaucoup dans le Golfe, qui allaient venir passer 6 mois, 1 an et demi, voire 2 ans pour construire ces magnifiques palais saoudiens à l'époque. Donc, si vous n'étiez pas au Maroc ou un prince saoudien, vous ne pouviez pas avoir du zélige chez vous, ou bien vous aviez la possibilité de ramener un panneau très épais avec du mortier et du ciment, un petit panneau que vous alliez peut-être encastrer, c'est compliqué. Donc, nous, on a mis au point un système, c'est qu'on a préassemblé les mosaïques. Donc, elles sont préassemblées et elles sont avec des résines et des polymères qu'on peut qu'on assemble comme ça, et elles s'emboîtent parfaitement. Elles se coupent, c'est très léger, et donc vous pouvez avoir ensuite ça. Vous achetez 1 mètre carré, vous avez 10 plaques et vous pouvez les assembler facilement. Ensuite, quand vous les jointez, vous voyez pas du tout la séparation des plaques et c'est vraiment le travail artisanal. Donc, si vous voulez, au niveau de la chaîne de valeur de l'artisanat, ce qui a été modifié par Aït Manos, et ça a été donc la cuisson au lieu du four à bois, c'est le four à gaz. Et au niveau de l'assemblage, c'est un pré-assemblage en atelier au lieu de travailler au mortier sur le site. Donc ça nous a permis de commencer à développer un marché à l'export qui s'est construit très, très rapidement. Donc, c'est là que je me dis que j'avais eu raison peut-être de faire un master en commerce international spécialisé dans la technique d'exportation, puisque très rapidement, on a senti que l'export, c'était un peu naturel pour nous, vu que les Marocains qui voulaient du zélige, ils pouvaient simplement avoir leurs artisans sur leur chantier, ils n'avaient pas besoin de notre produit. Donc, notre produit, c'était vraiment pour l'export. C'était vraiment pour avoir à l'export des gens qui pouvaient nous commander, des architectes et tout. Donc, on a fait un premier salon, on a commencé à exposer en 96, puis 97, 98. On a exposé en France, on a exposé en Allemagne, on a fait des salons aux États-Unis et le premier salon qui a été une rampe de lancement importante, c'était un salon qu'on a fait en Floride en mai 98 et auquel on a donc présenté ce produit-là et on a gagné un premier prix.
Et c'est vrai que gagner des prix qui sont reconnus, surtout dans un pays comme l'Amérique, on verra d'ici quelques jours ou ce soir ce qui nous réserve encore, mais en tout cas, pour tout ce qui est avoir sa chance, avoir un beau produit avec un bon prix qui est bien fait et qui tient la route, ça a été une chance inouïe en 98 de pouvoir tout de suite rentrer sur le marché américain, être repéré par des grands distributeurs de carrelage. On a sauté à pieds joints tout de suite dans un marché qui était assez haut de gamme. Et puis, on a démarré comme ça. Donc, ça a été un premier succès important puisqu'en 98, on s'est retrouvé avec des grosses commandes. Il a fallu organiser tout ça en atelier, recruter, emballer, être aussi aux normes. Vous savez que le système métrique américain vous impose. On se dit, tiens, pourquoi on a choisi des plaques de 30-30? Parce que 30-30, c'est un format qui convient en Union européenne, mais qui convient aussi aux États-Unis parce que c'est 12 inches. 12 inches, c'est 30 cm. Donc, ça, ce sont des questions des questions qu'on s'est posées tout au début en se disant comment on peut faire pour être en même temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, quand on faisait nos caisses d'emballage, on ne pouvait pas faire 36 formats, un pour l'Europe, un pour les États-Unis. Donc, on a tout de suite calculé pour faire des choses le plus pratiques possible. Et je pense que le fait d'avoir peu de moyens, souvent, ça nous rend finalement plus près de la planète parce qu'on a été obligé d'utiliser du bois, du carton. On n'avait pas les moyens d'investir sur des stations d'emballage. À l'époque, on faisait, je me souviens, sur les salons internationaux dans les années 90, on trouvait encore sur les stations d'emballage des trucs avec des plastiques expansés, avec du polystyrène qui venait bloquer tout ça et qui permettait d'avoir parce que quand vous faites de la céramique, la question de la casse, ça reste quand même très important. Donc, que ce soit au niveau de la fabrication, de la cuisson, que de l'emballage, etc., finalement, on a tout de suite eu, quand vous avez affaire à une clientèle qui est haut de gamme. Il faut dire aussi que la clientèle de Zélige, d'Aïtmanos, c'est une clientèle de niche, haut de gamme, qui est, c'est pas une généralité, mais qui est souvent assez attachée aux questions environnementales. Et donc, quand vous leur fournissez des emballages où il y a plutôt du carton et plutôt du papier craft, c'est plutôt mieux que d'avoir du polystyrène et du papier bulle et ce genre de choses. Donc, on a commencé donc à exporter en 98 et on s'est développé ensuite tout de suite sur le monde entier. En France aussi, on a travaillé en France, on a eu des magasins qui nous ont revendus à Paris. Et donc là, je parlais d'un magasin à Toulouse avec qui on travaille, on collabore, ils sont très sympas. En plus, ce sont des jeunes qui ont repris l'entreprise des parents et qui développent bien. Ça s'appelle Gomez Carrelage, ils sont du côté de la Beige. Et donc, on a des représentants dans le monde entier comme ça, en Australie même, en Italie, en Espagne, au Portugal. Le Portugal aussi, c'est intéressant de le citer parce que c'est un pays qui est très céramique, qui est très tourné vers la céramique depuis toujours et pour lequel on a un marché intéressant. Alors Delphine, je ne sais pas si je me pose moi-même les questions, je continue par rapport aux questions. De combien de temps j'ai encore? Vous pouvez continuer et on a encore 10 en fait, je pense que c'est Alice. Alicia, parce que là, en fait, j'ai présenté donc l'entreprise. Est-ce que vous voulez que je parle aussi du défi de conserver l'authenticité voilà. Thomas, oui, bien sûr. Comme ça c'est Thomas qui décide nous deux. À vous deux. Ce serait super. Donc, en fait, c'est vrai que quand on travaille sur sur des métiers d'art, les métiers d'art ancestraux, il y a une question centrale, c'est que quoi qu'on fasse, quelle que soit la manière dont on va innover, on ne doit pas altérer l'authenticité du produit tel qu'il a survécu pendant des siècles et des siècles. Et ça, c'est un vrai défi à notre époque, à bien des égards. D'une part, parce qu'on a toujours une sensibilité RSE, la responsabilité sociale de l'entrepreneur, c'est de se dire
comment je peux continuer à développer mon produit, à le rendre meilleur, de meilleure qualité, mais tout en respectant les normes actuelles. Mais moi, je veux rester authentique, parce que moi, c'est ça mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est de continuer à fabriquer du zélige tel qu'il a été transmis depuis des siècles et des siècles. Et puis, on se rend compte aussi que très souvent, en plus, nous, on est 100% fait à la main. Donc, forcément, quand vous faites à la main, ben, il n'y a pas de machine. Pas de machine, c'est le respect total de la planète, puisqu'on fait travailler des êtres humains. Donc, tout notre travail, c'est autour de ça. Mais il y a quand même des bémols. C'est qu'il faut savoir que dans les années 70, quand les émaux, je vais vous donner un émail vert, par exemple. L'émail vert, dans les années 70-80, tout le monde a entendu parler de ces maladies qui se transmettaient parce que les oxydes étaient faits de manière traditionnelle. Alors, ce n'est pas parce que je fais forcément quelque chose de manière manuelle et traditionnelle que c'est tout beau, tout rose. Non, ça peut être très dangereux parce que fabriquer un oxyde de cuivre et le brûler comme ça à la main en inhalant les oxydes, c'est très, très mauvais pour la santé. Il y a des études qui avaient été menées qui prouvaient que la fabrication traditionnelle à l'ancienne des oxydes était très toxique. Et à l'époque, en plus, dans les années 70, on entendait parler du travail des enfants et que c'était souvent les enfants qui faisaient ces travaux-là. Vous pouvez bien imaginer que nous, quand on a démarré, c'était mais hors de question qu'on puisse continuer à travailler dans ce sens-là. Donc, il y avait dans le fond de dépollution, il y avait aussi des questions qui étaient liées aussi à la santé. Donc, on a commencé à s'approvisionner en oxyde en Europe, parce que l'Union européenne a mis en place des normes concernant la fabrication, d'une part, de ces oxydes-là, et ensuite l'utilisation, la manière dont c'est utilisé. Donc ça aussi, nous, on a pris cette contrainte, qui était une contrainte parce que nous, on était obligés de se mettre à niveau par rapport à ces oxydes-là et ces couleurs, parce qu'on devait réinventer dans le processus de fabrication du zélige, réinventer la manière d'émailler, de créer nos couleurs en respectant les nouvelles normes de santé, de sécurité et de l'environnement. Et ça, c'est un super challenge parce qu'en fait, vous dites comment je peux coller à l'histoire tout en apportant des modifications sur les normes, sur l'hygiène et sur la santé de tout un chacun. Et c'est pour ça que quand on a retravaillé notre palette de couleurs, je peux vous montrer par exemple cette couleur qui est vraiment une couleur traditionnelle du zélige marocain, le rouge, qu'ils appellent le rouge, ou bien le vert original. Bon, eh ben, aujourd'hui, vous avez un rouge, un vert et même des bleus qui sont complètement, si vous allez sur des chantiers qui ont été faits, des casbahs ou des palais qui ont été faits au 11e, 12e siècle, vous allez avec mon rouge et mon vert, ils sont exactement pareils, sauf qu'ils sont faits dans des conditions d'hygiène, de sécurité et d'environnement qui sont complètement aux normes. Alors, aujourd'hui, on a un chantier qui est très intéressant parce qu'on travaille pour la Fondation Yves Saint-Laurent. On travaille pour la Fondation Yves Saint-Laurent à Marrakech. Et pour ceux qui ont eu la chance de venir à Marrakech et voir les très beaux jardins majorels, même pour ceux qui ne les ont pas visités en vrai, ils sont assez connus. Et vous avez un bleu. Alors, le bleu majorel est très célèbre parce que c'est un bleu électrique qui a été utilisé pour peindre les pots et les murs, etc. Mais si vous regardez de manière attentive les bassins qui ont été créés à l'époque, c'était des bassins qui étaient plutôt de ce bleu-là, qui était le bleu traditionnel de Fès. Et ça fait une quinzaine d'années qu'on est régulièrement sollicité par les jardins majorels pour restaurer à l'identique. C'est-à-dire que nous, on intervient sur des petits espaces, donc ce n'est pas des projets de centaines de mètres carrés, mais ce qui est intéressant, c'est de faire de la rénovation à l'identique en utilisant notre bleu maintenant qui est fait dans des conditions différentes, mais qui est quasi identique au bleu d'avant qui était fait dans des conditions d'hygiène qui sont maintenant discutables, en tout cas pour aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce sont des défis qui sont liés aux techniques de fabrication, à l'innovation. On a un laboratoire de recherche qui travaille sur ces questions-là.
On a cette année lancé, je vais vous montrer ça parce que c'est bientôt Noël, on a lancé un émail hors 18 carats qui est réalisé en 3e cuisson. Donc ça, ce sont des choses qui sont complètement innovantes. Donc on peut travailler des choses complètement ancestrales, des techniques qui sont là depuis des siècles. On les transmet parce qu'en fait, nous, on est juste là pour quelques temps. Puis ça va rester encore, j'espère, des siècles et des siècles. Il y a quelqu'un, j'avais fait une formation il n'y a pas longtemps sur l'ubérisation de l'économie et chacun devait réfléchir aux dangers qui menaçaient son métier. Et puis évidemment, il y avait des gens qui étaient dans la banque avec moi dans la formation, il y avait des gens qui louaient des voitures. Et puis, quand l'expert m'a posé la question sur les risques qui étaient liés à mon métier, je lui ai dit, écoutez, mon métier existe depuis 11 siècles, il a survécu à beaucoup de choses. Je pense que j'espère que dans 11 siècles, il y a d'autres personnes qui continueront à travailler ces métiers d'art. Et ce n'est pas le cas que pour le zélige, c'est le cas pour de nombreux métiers. Nous, on s'intéresse beaucoup aux métiers d'art français qui sont tellement beaux. J'ai eu la chance quand je démarrais mon activité, de visiter des ateliers de ferronnerie à Paris qui malheureusement depuis ont disparu, qui étaient de la ferronnerie d'art française. C'est magnifique. Donc moi, je dis aux étudiants, allez dans les métiers d'art, ça s'ubérisera jamais. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est pour ce qui est le défi qui consiste à continuer d'innover tout en respectant la tradition et l'authenticité du métier. Donc ça, c'est une question qui est vraiment centrale pour nous. Alors, je voulais aussi vous dire comment le digital s'est intégré dans notre métier. Parce que souvent, on se dit quelles sont aujourd'hui les normes ou les événements de l'évolution de notre monde qui nous paraissent tellement loin de notre métier qu'on les écarte d'office. Vous pouvez vous imaginer que quand vous appréhendez le métier de zélige qui est entièrement réalisé à la main, avec de la terre, des émaux, on taille à la main, etc. Et tout d'un coup, on vous parle du digital. On aurait tendance à se dire que ce sont deux mondes différents, complètement étanches, et ils n'auront jamais à voir les uns avec les autres. Alors, il y a une dizaine d'années, c'était en 2011. En 2011, il y avait eu la première crise financière aux États-Unis entre 2009 et 2010. Et nous, c'est en 2011 qu'on a énormément souffert, puisqu'on exportait aux États-Unis, le marché avait énormément baissé, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et donc, évidemment, tous les budgets qu'on avait pour faire nos catalogues, communiquer sur nos articles, on avait de moins en moins de moyens. Donc, à l'époque, on s'était dit, avec 3 fois moins d'argent, qu'est-ce que je peux faire avec 3 fois moins d'argent? Et à l'époque, on a été les premiers Marocains à avoir un site Internet. En 96, j'ai eu mon premier site Internet, donc tout de suite après avoir créé notre entreprise. Et on s'était dit, le peu qu'on a, on va le mettre sur le digital, qui à l'époque, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait vaguement des newsletters à faire, etc., des fichiers PDF qui commençaient. Et donc, le digital est devenu inhérent et partie intégrante de l'entreprise à partir de 2011, parce que pour nous, c'était une question de vie ou de mort. C'était le seul moyen qu'on avait de communiquer nos catalogues et tout notre outil de marketing avec tous nos clients à travers le monde. Donc aujourd'hui, on a un compte Instagram qu'on a démarré il y a 3 ans et demi, qui s'appelle Aït Manos Morocco, qui a près de 20 000 abonnés naturels. Donc on a une force de communication extrêmement solide sur les réseaux sociaux. On considère qu'aujourd'hui, le digital est une partie intégrante de notre travail, une partie intégrante de la stratégie de notre entreprise. Donc, on a que ce soit la manière de communiquer les nouveautés. Et on s'est aperçu que la communauté de gens qui suivent nos activités, nos posts quotidiens sur Instagram sont très fortement des clients à nous, parce que ce qui est très intéressant dans le fait d'avoir établi cette stratégie, c'est que on n'a pas démarré sur les réseaux sociaux pour frimer ou pour brander. C'était une question vitale de communication avec nos clients. Donc, en fait, nous, notre cible, c'était chaque fois, j'ai la manager du showroom d'Austin avec qui je collabore tout le temps. Elle m'envoie un WhatsApp, elle me dit, mais
Ah, vite, vite, je cherche du verre parce que j'ai un client qui veut une piscine. Je lui dis, va sur Instagram, regarde mon post du 14 décembre 2019, tac, tac, tac. Donc, c'est devenu un outil de travail quotidien. Donc, c'est à partir de là, c'est le fait d'avoir un outil utile pour mes followers et mes clients que ça a fait une machine qui s'est entraînée et qui fédère. À chaque fois qu'on fait une opération, un live Instagram avec des clients, que ce soit, je ne sais pas moi, à Dallas ou à Sydney, eh ben on va drainer une quantité de gens qui s'étaient évidemment au départ intéressés à la décoration intérieure, pas forcément aux éliges au départ, parce que ce n'est pas un produit qui était connu. Nous, on a largement contribué à faire connaître ce produit à partir de 95. Et si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une mode, ce n'est pas simplement une mode, c'est un produit qui fait partie intégrante de la décoration d'intérieur. Et c'est un revêtement qui est très prisé. Aujourd'hui, on peut voir que le beige mat, aujourd'hui, qui est un produit qui est super à la mode, on a des demandes qui explosent sur le marché français, sur le marché international. Et bien, sachez qu'il est entièrement fait à la main, d'accord, qu'il est cuit 2 fois et qu'il est fait exactement comme c'était il y a 11 siècles, sauf que maintenant, on respecte, pour notre part, on respecte les normes environnementales. Alors, en 2006, je vais vous parler un petit peu de mes activités, on va dire, plus corpo par rapport à mon secteur d'activité. Moi, j'ai une passion pour les métiers d'art marocains, pas seulement pour mon métier, mais pour tous les métiers d'art. Et en 2006, j'ai créé une fédération d'artisans qui est représentée au patronat marocain, l'équivalent du MEDEF français qui s'appelle la CGEM. Et donc, j'ai été élue en 2006 pour présider cette fédération. Donc, on a créé avec environ une quinzaine d'entreprises qui étaient dans des métiers différents. On avait des fabricants de tapis noués, des ferronniers, d'autres céramiques, des potiers de Safi, des gens de Marrakech qui faisaient des lanternes, du mobilier. Bref, on avait une représentation des métiers et de toutes les régions du Maroc. Et ça nous a donné une force importante en 2006. Donc, ce qui m'intéresse à partir de 2006, ce qui m'a intéressée, c'était plusieurs choses. C'était la question environnementale, la question de transmission des métiers et des savoir-faire, parce qu'on peut assister, tous les métiers les métiers manuels sont en danger dans le monde entier. C'est une réalité, donc il faut continuer à faire des centres de formation, à s'occuper de la formation des artisans. Il y a aussi la question de l'exportation et la question des normes. Et ça, je voudrais vraiment aborder cette question avec vous tous parce que les normes, c'est une machine de guerre qui a été mise en place dès que le monde s'est ouvert en matière de libre-échange. On a commencé à signer des accords de libre-échange dans le monde entier. Le marché européen est un marché libre de circulation des produits, mais les pays, et notamment les pays occidentaux, ont été obligés de développer une armada de normes pour pouvoir se protéger leur marché de la concurrence de pays de produits plus compétitifs. Alors, on peut présenter les normes sous forme de responsabilité sociale de l'entreprise, environnementale, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un outil très, 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 très puissant de protectionnisme caché et de barrières non tarifaires. Mais pour nous, en tant que fabricants, c'est une réalité. Donc, on peut se défendre en militant dans des organisations auprès du gouvernement pour que on puisse avoir, d'abord, être informé des normes le plus tôt possible, parce que, par exemple, vous avez aux États-Unis, ils mettent des normes en route, mais vous allez être averti aujourd'hui que la norme X sera en vigueur à partir de janvier 2022 ou 2023. Vous avez 2 ans pour vous mettre à niveau et pour voir venir, etc. Ce n'est pas toujours le cas dans notre pays, par exemple au Maroc ou en Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés nous sommes un peu victimes d'une guerre entre l'Union européenne et les États-Unis qui sont en train de développer des normes à vitesse grand V pour se protéger les uns des autres. On connaît l'histoire de ces 3-4 dernières années entre ça. Si je pouvais questionner des étudiants, là, il faudrait leur poser la question, est-ce qu'ils sont un peu au fait de la guerre économique
qui se joue entre l'Europe, la Chine, les États-Unis. Et très sincèrement, la guerre, elle va beaucoup se faire sur la question des normes. Et pour les industriels et pour les artisans et pour tous les fabricants, c'est un vrai chantier, un vrai challenge. Donc, on a, nous, travaillé, par exemple, il y a de nouvelles normes aux États-Unis sur les émaux, sur la contenance des émaux. Et aujourd'hui, on travaille dans notre laboratoire pour ajuster les recettes pour être de nouveau aux normes, aux nouvelles normes. Et c'est un travail extrêmement long, extrêmement coûteux en termes de tests, parce que on est accompagné par un centre technique, le CETEMCO, qui est un centre technique pour les industriels ici à Casablanca, qui est un centre qui s'est développé ces 15 dernières années et qui est génial. Enfin, moi, je fais de la pub pour eux parce que pour ça, ils achètent toutes les normes qui existent dans le monde, parce que ça s'achète, parce que ce sont des normes qui sont généralement mises au point d'abord par l'Occident. Et donc, nous, on doit acheter ces normes, les faire venir ici dans le centre technique, et ensuite, eux, ils sont hyper équipés et ils vous disent, voilà, votre produit, il contient ça, 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 vous pouvez faire ça, ça, ça pour diminuer tel produit et tel produit. Donc ça, ce sont des chantiers qui sont importants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des artisans ici sont de plus en plus démunis, parce que si vous n'êtes pas structuré comme nous, on l'est de plus en plus, à faire une veille sur les normes, une veille sur comment vous débrouiller, aller chercher de l'aide à droite à gauche, en fait, vous subissez. Vous subissez parce que ces normes ne sont pas toujours des normes qui sont guidées par le seul souci d'avoir une protection de notre environnement. Il y a énormément de choses qui sont faites vraiment pour barrer la route à certains produits qui rentrent sur certains pays. Donc, maintenant, c'est vrai qu'en matière d'environnement, Delphine a évoqué très rapidement tout à l'heure la centrale thermosolaire de Nour. La centrale thermosolaire de Nour, c'est probablement un des plus gros chantiers solaires du monde, qui est en vigueur. Donc, elle a été mise en route en 2016. Hein, donc, ce n'est pas du tout un projet, c'est une centrale qui est en route en ce moment. Moi, c'est un projet que j'ai pas mal suivi, Delphine, parce que mon petit frère, qui est ingénieur Supélec, avait travaillé sur le développement de la centrale. Et ensuite, quand il a monté sa boîte, il a fourni, plus tard, il est devenu aussi fournisseur de la centrale. Donc, c'est un projet qu'on suit dans la famille depuis longtemps. C'est un projet aussi, la station Nour, c'est une très grande fierté marocaine. C'est une très grande fierté marocaine parce que, étant le plus gros projet solaire du monde, ça montre aussi que l'Afrique, et notamment le Maroc, peut être aussi force de proposition. Delphine, ce n'est pas toi qui vas me contredire, peut être force de proposition sur les questions liées aux énergies renouvelables. Et ça, pour nous, Marocains, on est fiers de ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai été trop longue ou trop courte. Si vous avez, évidemment, je suis ouverte à toutes les questions que j'ai oublié de parler. Je vais laisser la parole à Thomas qui doit avoir quelques questions. Oui, merci. Du coup, vous avez beaucoup parlé des normes occidentales et américaines. Et du coup, on aimerait savoir quelle est la position du Maroc sur ces normes et quelles sont les normes qui sont mises en place par le Maroc lui-même sur des entreprises telles que la vôtre. Alors, moi, je vais répondre juste sur ma partie. Après, je laisserai Delphine parler des normes. Premièrement, à ma connaissance, le Maroc est un des pays au monde qui a le moins de normes. Le moins de normes. Alors, ça pose des problèmes et c'est en même temps plus facile pour une entreprise de se mettre en route et plus difficile justement pour le consommateur. Donc, on a, par exemple, si vous prenez un pays comme la Tunisie, on aime bien aussi benchmarker, de comparer en fait la Tunisie avec le Maroc. La Tunisie, je crois, a 3 fois plus de normes que nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous raconter une petite anecdote qui va peut-être faire rire quelques personnes. Il y a quelques années, quand j'étais encore président de la Fédération de l'Artisanat, on était dans un conseil d'administration de la Société marocaine d'exportation. J'étais membre du conseil à l'époque. Et puis, il y avait le ministre de l'Industrie, de l'Économie et du Commerce extérieur qui était là et on lui parlait de ces normes-là. On lui parlait de ces normes, on lui disait comment se fait-il que notre pays n'ait pas de normes et donc tous les produits peuvent rentrer, alors que quand on veut exporter, par exemple, en Tunisie,
Mince, il semblerait qu'il y a un problème technique. On n'arrive plus à vous entendre, Madame Septi. Peut-être en attendant qu'on récupère Madame Septi, peut-être Madame Godefroy, vous pourriez répondre à la question sur votre expertise sur les politiques marocaines. Oui. C'est revenu? Vous avez disparu. En fait, moi, la question des... Ralia. Ouais, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Moi, On vous entend. Ouais, je vous entends. Donc, c'était de dire, allez dire à des artisans qui fabriquent de la babouche et qui la vendent à 110, 120 dirhams qu'ils doivent être compétitifs face à une babouche qui venait de Chine en plastique et qui s'appelle quand même babouche et qui est fabriquée avec du plastique imitation cuir en dessous, du plastique imitation cuir dessus et qui est vendue à l'époque sur le marché, elle était vendue à 15 dirhams. Donc, 110, 15, allez dire à l'artisan qu'il n'a qu'à être compétitif. Ça a fait un scandale, mais monumental dans les journaux. La télévision est venue m'interviewer. C'est quoi cette histoire de babouche à 15 dirhams chinoise? Le gouvernement a décidé de fermer les frontières à toutes les chaussures. J'avais les gens qui importaient des chaussures pour des magasins qui venaient m'insulter à la porte parce que comment j'avais fait à cause de moi. À cause de moi, le gouvernement avait décidé de bloquer les importations de chaussures. Scandale. Mais en fait, cette histoire elle fait ressortir juste ça. Elle fait ressortir juste le fait que trop de normes, c'est compliqué, mais pas assez de normes, c'est un problème. Delphine, elle doit savoir mieux que moi pour les normes. Non, alors, non, moi, pour les normes, je pense que tu es beaucoup plus au courant que moi pour les normes qui sont en vigueur dans les pays. Non, moi, les choses que je connais sur le Maroc, ce sont toutes les stratégies qui ont été mises en place pour l'atténuation, l'adaptation face au réchauffement climatique. Donc, les normes, je te les laisse, Radia. Bon, voilà. Donc, Thomas, c'est juste pour vous dire que le Maroc a relativement peu de normes. Ça, c'est une réalité, mais qu'il y a des choses qui sont faites de plus en plus pour travailler là-dessus, notamment pour essayer, et puis on parlera tout à l'heure, je pense, un peu de la situation conjoncturelle, qu'on espère conjoncturelle du Covid, mais effectivement, la protection et les mesures de ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde aujourd'hui, parce que c'est un mot, c'est joli, mais la mesure de sauvegarde, elle consiste aussi à mettre en place un bataillon d'outils pour protéger un peu les marchés et puis permettre aussi aux industriels et aux fabricants de se mettre à niveau. Et justement, vous avez abordé la question du Covid aujourd'hui et de la situation qu'on connaît. Et du coup, comment une entreprise comme la vôtre, qui est une PME qui exporte à l'étranger et qui donc subit, comme vous dites, certaines normes, peut s'adapter à des situations comme celle-ci où on sait que beaucoup d'entreprises sont mises en danger, et notamment au niveau économique? Alors, il y a eu deux temps pour tout le monde. Je pense que pour une entreprise comme la nôtre, de 75 personnes, il y a eu la première partie que j'appelle la sidération. La sidération, c'est demain, tu fermes. Tu fermes demain. Donc, évidemment, on n'était pas du tout, je pense, on n'était pas les seuls. Je pense que très peu de gens ont mesuré l'ampleur de la rapidité de ce problème. Donc, le 15 mars, quand le 16 mars, on est arrivé au bureau un lundi matin, la première chose qu'on a faite, cellule de crise. En bon entrepreneur qui se dit stop, c'est la guerre, on est 75, on fait un petit groupe de 5-6 et on prend des décisions extrêmement rapides, des décisions qu'on prend à midi, d'autres après-demain et après la semaine prochaine, etc. Donc, on s'est mis en quarantaine pendant 6 semaines. Et pendant 6 semaines, on est devenus des scénaristes de Hollywood. On faisait des scénarios 1, scénario 2, scénario 3. Et si jamais ça dure 15 jours, si jamais ça dure. Et en fonction de chaque scénario, on développait un ensemble de choses. Donc, évidemment qu'on a hyper stressé. Ça, c'est, je pense, tout le monde. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a une chose qui était certaine. Le télétravail dans un métier manuel, je n'ai pas encore trouvé comment faire ça en télétravail. Hein. Donc, il y a un moment où tout de suite, vous devez vous dire, étant donné que moi, je ne vais pas pouvoir être en télétravail, comment est-ce que je peux me mettre comment je peux modifier
mon atelier, mes infrastructures, pour pouvoir reprendre le plus tôt possible dans la sécurité la plus grande. La chance qu'on a eue, c'est que notre pays a fabriqué des masques et du gel hydroalcoolique tout de suite. Et ça, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ont vu ça à la télé à l'époque, le Maroc, le modèle, etc. Il est certain que ça a été quelque chose d'essentiel parce qu'on a compris qu'on allait pouvoir, si on mettait en place toutes les procédures de gestes barrières. Et très sincèrement, Thomas, je ne vais pas faire Nostradamus. Moi, j'ai compris tout de suite que ça ne durerait pas 15 jours, 3 semaines, ni 1 mois, ni 3 mois. On s'est tous dit, on va faire comme si ça allait durer 18 mois. Donc, on a investi. Et ça, c'est un problème qu'au Maroc, on ne nous a absolument pas, le gouvernement n'a absolument rien pris en charge, à part les masques qui coûtent 80 centimes de dirham, c'est-à-dire 0,008 centimes d'euros, c'est ça? D'accord? Mis à part les masques, tout le reste, c'est-à-dire la remise à niveau des ateliers, des usines, la multiplication des zones pour se laver les mains, la distance, tout ce qui concerne la mise en route, la mise à niveau en fait, de notre outil de production, c'est du 100% autofinancement. Donc ça vraiment, et on s'est tous dit, on va faire les choses intelligemment parce que c'est pour longtemps. Donc on s'est dit, le mieux, c'est se laver les mains. Bon. Rajouter des lavabos, c'est pas le plus cher possible. Donc se laver les mains tout le temps, s'espacer, gel, masque, et on change le masque toutes les 4 heures. Et on avait les moyens tout de suite de le faire. Donc, première chose, ça a été de se dire, on reprend le travail le plus vite possible. Il y a eu la question psychologique, c'est que plus vous restez enfermé à la maison à rien faire, plus c'est dur de revenir travailler. Je parle évidemment pour nous qui sommes une population de gens qui interagissent beaucoup, qui travaillent à la main, on a des travaux d'équipe, etc. Je ne parle pas de gens qui travaillent à distance ou qui étudient à distance, c'est aussi un peu sérieux, mais c'est différent. Donc, premièrement, on a repris le travail très vite. Et ce qu'on a fait, c'est que, je parlais tout à l'heure du digital. On a énormément travaillé sur les réseaux sociaux. Tous les jours de la maison, on a eu des idées, on a fait des lives Instagram, on a pris des nouvelles les uns des autres et on a gardé un contact très étroit avec les clients. Et on s'est aperçu que finalement, comme les gens restaient beaucoup chez eux, nos clients, et peut-être que les voyages qu'ils ne faisaient pas, les loisirs qui ne s'offraient pas, ils se sont dit, ma cuisine quand même, elle est un peu dégueu, je vais refaire ma crédence, ma salle de bain. Et finalement, on a eu un peu de chance, c'est que la machine s'est remise en route au bout de 6-8 semaines et on a, au niveau du chiffre d'affaires, on a perdu, on va dire, 2 mois en tout, qu'on essaye de lisser parce qu'on a l'activité a repris assez rapidement. Donc, on a beaucoup de chance parce que le fait d'avoir un marché très, très éparpillé, on travaille en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Russie. Donc, les gens ont vécu les choses de manière un peu décalée. Et moi, par exemple, quand on a fermé l'atelier, en mars, avril, j'avais mes clients allemands qui m'appelaient tous les jours. Mais tu m'avais dit que ma palette était prête, envoie-la-moi. J'ai dit, mais on est confinés. Il me dit, alors? Je dis, mais on est confinés. Il me dit, oui, mais ma palette est prête. Si elle est prête, tu peux juste demander à mon transporteur, tu ouvres juste ton atelier, on vient prendre la palette. Je dis, bon, ok. Donc, on était confinés, il y avait des couvre-feux, on n'avait pas le droit de sortir, on avait des autorisations. On venait, on ouvrait l'atelier, le transporteur venait embarquer la palette. Et donc, en fait, ça a été comme un peu la fonction à créer l'organe. Les clients avaient besoin de leur marchandise, donc on nous a en fait incité à rester connectés avec la réalité. Alors, dans le quotidien, aujourd'hui, donc 7 mois plus tard, 5-6 mois plus tard, bon, là, je suis toute seule dans mon bureau, mais je peux vous garantir que mon masque, il est sur mon nez de 9h du matin à 17h et je ne l'enlève que pour boire une gorgée de café et le remettre. C'est-à-dire, on est exemplaire. Le masque, on est avec les masques depuis le 20 mars, ici au Maroc. Et c'est obligatoire. Dans la rue, c'est obligatoire. Vous avez une amende si vous ne le portez pas. C'est très, très sévère. Et on a beaucoup de cas tous les jours. Il y a des gens qui meurent tous les jours. C'est compliqué. C'est très dur pour le moral. Quand on a prise de température à l'entrée de l'atelier, quand quelqu'un a de la fièvre, il rentre chez lui 8 jours, il fait son test.
La chance qu'on a aussi, c'est que les tests sont très rapides. Vous faites un test aujourd'hui, au bout de 24 heures, vous avez votre résultat. Donc ça, c'est aussi que la campagne de test fonctionne plutôt pas mal. Donc on peut réagir vite, parce que si vous avez les résultats de votre test au bout de 5 jours, c'est plus compliqué de réagir. On se débrouille. Merci beaucoup, Madame Septi, et merci beaucoup, Madame Godefroy. Je pense qu'on arrive à la fin de cette conférence. Et encore merci beaucoup. Donc, je vous invite à nous retrouver en avril pour la suite des années si la situation sanitaire nous le permet. Et merci beaucoup à tout le monde et bonne journée. Merci à tous, merci TBS, merci Toulouse, merci Delphine. Merci, bravo pour l'organisation. Plaisir de vous voir tous en vrai, un jour. Oui, j'espère. Au revoir. Au revoir.